Le marché boursier est souvent décrit comme une arène chaotique de chiffres, de tickers et de traders rapides. Mais en son cœur, il sert un but simple et élégant, reliant les entreprises qui ont besoin d'argent avec les investisseurs qui en ont. Dans ce chapitre, nous explorerons ce que sont les marchés boursiers, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont une pierre angulaire de la modernité. Un marché boursier est une plateforme centralisée où les actions, les sociétés cotées en bourse sont achetées et vendues. Ces actions représentent une propriété partielle dans les entreprises, qu'il s'agisse d'un géant technologique comme Apple ou d'une entreprise manufacturière en Allemagne. Lorsque vous achetez une action, vous achetez essentiellement une petite partie de cette entreprise. Le marché boursier n'est pas un lieu unique, c'est un réseau mondial. Des bourses comme le New York Stock Exchange, NYSE, le London Stock Exchange, LSE, Euronext, le Tokyo Stock Exchange, TSU et Tadawul en Arabie Saoudite facilitent ce marché. Les marchés boursiers servent deux objectifs essentiels. Premièrement, la levée de capitaux pour les entreprises. Les entreprises émettent des actions pour financer l'expansion, la recherche et les acquisitions. Deuxièmement, des opportunités d'investissement pour les particuliers et les institutions. Les investisseurs recherchent des rendements grâce à l'appréciation du prix des actions et aux dividendes. Lorsqu'un investisseur passe un ordre, il transite par un courtier vers une bourse où acheteurs et vendeurs sont mis en relation. Les prix sont déterminés par l'offre et la demande, influencés par les nouvelles de l'entreprise, les données économiques et les événements mondiaux. Les investisseurs particuliers, des individus qui négocient via des applications comme Robinhood, Saxo Bank ou des courtiers interactifs. Investisseurs institutionnels, banques, fonds de pension, fonds communs de placement, fonds spéculatifs, créateurs de marchés intelligents, entreprises fournissant de la liquidité, régulateurs, autorités comme la SEC aux États-Unis ou la FCA au Royaume-Uni, assurant la transparence et l'équité. Nice, États-Unis, domicile de géants comme Coca-Cola, JP Morgan, Nasdaq, bourse américaine axée sur la technologie pour des entreprises comme Apple, Amazon, Tesla. LSE, Royaume-Uni, basé à Londres, avec des inscriptions internationales diversifiées. Tadawul, Arabie Saoudite, la plus grande bourse du Moyen-Orient. Euronext, une bourse pan-européenne opérant à Paris, Amsterdam et Bruxelles. Pour les économies, mobilisation de capitaux, création d'emplois, responsabilité accrue des entreprises. Pour les investisseurs, accès à des opportunités de création de richesses, liquidité et diversification. Investir en actions est intrinsèquement risqué. Les prix fluctuent avec les cycles économiques, les changements politiques et les événements inattendus. La discipline à long terme, la diversification et les stratégies de gestion des risques sont cruciales. Les marchés boursiers connectent les entreprises ayant besoin de capital avec les investisseurs cherchant des rendements. Des bourses, comme le NUSE, le LSE et le Tadawul, jouent des rôles mondiaux cruciaux. Les prix sont influencés par les événements réels et le sentiment du marché. Investir nécessite une recherche minutieuse et une gestion des risques. Le chapitre 2 abordera les introductions en bourse, comment les entreprises font leurs débuts sur les marchés publics et comment les investisseurs peuvent y participer. Lorsqu'une entreprise privée souhaite croître, innover ou s'étendre à l'échelle mondiale, elle a souvent besoin de plus de capital que ce qu'elle peut obtenir par ses bénéfices internes ou un financement privé. L'une des manières les plus transformatrices de lever ce capital est de devenir public par le biais d'une introduction en bourse, Initial Public Offering. Ce chapitre explique ce qu'est une introduction en bourse, comment elle fonctionne et pourquoi elle est importante pour les entreprises et les investisseurs à l'échelle mondiale. Une introduction en bourse, IPO, est le processus par lequel une entreprise privée offre ses actions au public pour la première fois.
Avant une IPO, l'entreprise est généralement détenue par un petit groupe de fondateurs, d'investisseurs initiaux et d'employés. En devenant publique, l'entreprise invite des investisseurs externes à devenir actionnaires en achetant ses actions sur une bourse publique. Ce processus transforme l'entreprise en une entité cotée en bourse, soumise à une surveillance réglementaire accrue, à des obligations de rapport public et bien sûr aux pressions du marché. Il existe plusieurs raisons stratégiques pour qu'une entreprise envisage une introduction en bourse. Lever des capitaux pour la croissance, s'étendre sur de nouveaux marchés, recherche et développement, acquisition, rembourser la dette, fournir de la liquidité aux actionnaires existants, y compris les premiers investisseurs et les employés avec des options d'achat d'actions, gagner en crédibilité et visibilité aux yeux du public et créer un marché pour ces actions, facilitant ainsi la collecte de fonds futurs. Le processus d'introduction en bourse implique généralement les étapes suivantes. 1. Nommer des banques d'investissement, des souscripteurs. L'entreprise engage une ou plusieurs banques d'investissement pour agir en tant que souscripteur. Leur rôle est d'évaluer l'entreprise, de gérer les dépôts réglementaires, de fixer le prix de l'introduction en bourse et de vendre les actions aux clients institutionnels. 2. Dépôts réglementaires. Aux États-Unis, l'entreprise dépose un formulaire S1S auprès de la Securities and Exchange Commission SEC. Dans d'autres juridictions, par exemple Royaume-Uni, Arabie Saoudite, il y a des divulgations similaires requises par les régulateurs locaux. 3. Vérification préalable et roadshow. Les souscripteurs et les avocats effectuent des analyses détaillées et des examens juridiques. Ensuite, les dirigeants de l'entreprise partent en roadshow, une tournée marketing pour présenter l'introduction en bourse aux investisseurs institutionnels. 4. Tarification et allocation. En fonction de l'intérêt des investisseurs, un prix final est fixé, le prix d'offre. Les actions sont attribuées aux investisseurs, souvent avec une préférence pour les grandes institutions. 5. Cotation et négociation. L'entreprise est cotée en bourse, par exemple NYSE, LSE, A, Nasdaq, Tadawuk, où les actions commencent à être négociées sous un symbole boursier. Groupe Alibaba 2014, coté à la bourse de New York, levant 25 milliards de dollars, la plus grande introduction en bourse de l'histoire à l'époque. Saudi Aramco 2019, coté sur Tadawul, a levé plus de 29 milliards de dollars, maintenant le plus grand IPO au monde. Facebook 2012 a levé 16 milliards de dollars et a marqué un tournant pour les valorisations des réseaux sociaux. Adyen 2018, entreprise fintech néerlandaise cotée sur Euronext Amsterdam attirant des investisseurs mondiaux. Fixer le prix d'une introduction en bourse est à la fois une science et un art. Si le prix est trop élevé, les actions peuvent ne pas se vendre. S'il est trop bas, l'entreprise peut laisser de l'argent sur la table. Les souscripteurs essaient de trouver un prix qui reflète la juste valeur et assurent un premier jour de hausse, une augmentation modérée du prix de l'action une fois que la négociation commence. Introduction en bourse traditionnelle, les actions sont vendues à des investisseurs institutionnels avant la cotation. Cotation directe, l'entreprise ne lève pas de nouveaux capitaux. Les actions existantes deviennent simplement négociables, utilisées par Spotify et Coinbase. SPAC, une société d'acquisition à vocation spécifique. Une société écran public acquiert une entreprise privée, la rendant ainsi publique sans passer par le processus traditionnel d'introduction en bourse. Investir dans une introduction en bourse peut être gratifiant, mais risqué. Les actions nouvellement cotées peuvent connaître de grandes fluctuations de prix. Lacune d'information, moins de données historiques peuvent être disponibles pour l'analyse. Période de blocage. Les fondateurs et les initiés sont souvent restreints de vendre leurs actions pendant 6 mois après l'introduction en bourse. Accès anticipé à la trajectoire de croissance d'une entreprise. Avantage du premier arrivé si l'entreprise devient un leader du marché. Diversification du portefeuille, surtout dans les secteurs émergents. Historiquement, les actions d'introduction en bourse étaient réservées aux investisseurs institutionnels, mais maintenant, plus de courtiers comme Robinhood, eToro ou Saxo Bank offrent des allocations d'introduction en bourse aux investisseurs particuliers, souvent avec certaines restrictions au minimum.
Une introduction en bourse est la première offre publique d'action d'une entreprise pour lever des capitaux. Le processus implique des banques d'investissement, des régulateurs, des tournées de présentation et la fixation des prix du marché. Les introductions en bourse peuvent offrir croissance, capital et visibilité sur le marché pour les entreprises. Les investisseurs peuvent bénéficier d'un accès anticipé, mais doivent être prudents face à la volatilité et à la valorisation. Aujourd'hui, les introductions en bourse sont de plus en plus accessibles aux investisseurs particuliers du monde entier. Dans le chapitre 3, nous explorerons ce que signifie réellement la propriété d'actions et comment posséder des actions dans une entreprise vous confère pouvoir, profit et responsabilité. Quand vous entendez quelqu'un dire « Je possède des actions d'Apple », qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela leur donne-t-il accès aux bénéfices d'Apple, une place à la table, une voix dans la gestion de l'entreprise? Dans ce chapitre, nous explorons le concept de la détention d'actions, les droits qu'elle confère, ce qu'elle signifie légalement et financièrement, et comment elle se manifeste dans différents types de marchés d'actions à travers le monde. Une action, souvent appelée stock ou equity, est une unité de propriété dans une entreprise. Lorsqu'une entreprise émet des actions, elle divise essentiellement la propriété de l'entreprise en petites parts et les offre aux investisseurs. Si vous possédez une action d'une entreprise qui a 1 million d'actions en circulation, vous possédez 0,00001% de cette entreprise. Les actions sont échangées sur les bourses et leur prix fluctue en fonction de la perception du marché, de l'offre et de la demande et de la performance de l'entreprise. Mais au-delà des mouvements de prix, être actionnaire s'accompagne d'un ensemble de droits légaux et de bénéfices financiers potentiels. Il existe 2 principaux types d'actions. Actions ordinaires, ce sont les actions les plus largement détenues. Elles sont généralement assorties de droits de vote et d'une part des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes si ceux-ci sont déclarés. Cependant, ils sont les derniers en ligne si une entreprise est liquidée. Actions privilégiées. Celles-ci n'offrent généralement pas de droit de vote, mais ont une priorité plus élevée sur les actifs et les bénéfices. Les actionnaires privilégiés reçoivent des dividendes avant les actionnaires ordinaires et souvent à un taux fixe. Détenir des actions vous donne certains droits. Voici les plus importants. 1. Droit de vote. Les actionnaires ordinaires peuvent voter sur des questions clés lors de l'Assemblée générale annuelle de la société, comme l'élection des membres du conseil d'administration ou l'approbation de fusion. 2. Droit aux dividendes. Si une entreprise décide de distribuer une partie de ses bénéfices, les actionnaires reçoivent des dividendes en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent. 3. Plus-value. Si la valeur de vos actions augmente avec le temps et que vous les vendez à un prix plus élevé, vous réalisez un bénéfice appelé gain en capital. 4. Accès à l'information. Les actionnaires ont le droit d'accéder aux rapports financiers et aux divulgations afin d'évaluer la performance de l'entreprise. Et enfin, mais non des moindres, les droits sur les actifs résiduels. En cas de liquidation, les actionnaires peuvent avoir droit à une partie des actifs restants, bien que les actionnaires ordinaires soient la payés en dernier après les dettes et les actionnaires de privilégiés. De nombreuses entreprises utilisent des structures d'actions à double classe, surtout dans la technologie. Par exemple, Alphabet, la maison mère de Google, a des actions de classe A, un vote, des actions de classe B, 10 votes non cotés en bourse et des actions de classe C, sans vote. Cela permet aux fondateurs de conserver le contrôle, même s'ils ne possèdent pas la majorité de l'intérêt économique. De telles structures sont courantes aux États-Unis, moins en Europe, et généralement restreintes dans certains marchés asiatiques. Elles suscitent des débats sur la gouvernance et l'autonomisation des actionnaires. Un dividende est un versement des bénéfices d'une entreprise à ses actionnaires. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines réinvestissent dans les bénéfices pour croître, mais les entreprises qui versent des dividendes souvent dans les services publics, les télécommunications ou les produits de consommation courante attirent les investisseurs axés sur le revenu. Les dividendes peuvent être versés trimestriellement, semestriellement, annuellement. Ils peuvent être payés en espèces, en actions supplémentaires, en dividendes, en actions. Par exemple, un actionnaire possédant 1000 actions d'une entreprise qui verse un dividende annuel d'$1 recevrait $1000 par an. Volatilité des prix.
Les prix des actions peuvent fluctuer largement en raison de facteurs externes et internes. Pas de revenus garantis. Les dividendes peuvent être réduits en période de récession. Dilution. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions, réduisant votre pourcentage de propriété. Manque d'influence. À moins de détenir une participation significative, votre capacité à influencer les décisions de l'entreprise est limitée. Être actionnaire favorise un sentiment de partenariat avec l'entreprise. Les investisseurs à long terme développent souvent une fidélité à la marque et deviennent des défenseurs. Mais cela peut aussi mener à des décisions émotionnelles, comme conserver une action peu performante par attachement. Les droits de propriété et les protections varient selon les pays. Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni ont des cadres de protection des actionnaires solides. Dans certains marchés émergents, la majorité des actionnaires peut dominer les conseils d'administration et les droits des minoritaires peuvent être moins protégés. Les entreprises européennes peuvent mettre davantage l'accent sur la gouvernance des parties prenantes que sur la primauté des actionnaires. Une action représente une propriété partielle dans une entreprise et vous donne droit aux bénéfices, aux droits et aux risques. Les actions ordinaires offrent des droits de vote et des gains en capital potentiel, tandis que les actions privilégiées offrent une stabilité de revenus. Les droits de propriété varient à l'échelle mondiale et selon les entreprises. Investir dans des actions n'est pas seulement financier. C'est un engagement à long terme et une participation dans l'avenir d'une entreprise. Ensuite, dans le chapitre 4, nous explorerons comment le capital circule sur le marché de l'émission initiale d'actions, marché primaire au marché secondaire de négociation quotidienne. La bourse peut sembler être une plateforme continue unique où les actions sont achetées et vendues, mais en réalité, elle fonctionne à travers deux segments interconnectés. Le marché primaire et le marché secondaire. Comprendre la distinction entre eux est essentiel pour saisir comment le capital circule réellement des investisseurs vers les entreprises, puis entre les investisseurs eux-mêmes. Le marché primaire est l'endroit où les titres sont créés. C'est le marché dans lequel les entreprises, les gouvernements ou les institutions émettent de nouvelles actions ou obligations pour lever des capitaux directement auprès des investisseurs. Un exemple typique d'une transaction sur le marché primaire est une introduction en bourse IPO. Lorsqu'une entreprise vend ses actions au public pour la première fois, elle reçoit le produit de la vente, un capital qu'elle peut utiliser pour financer ses opérations, s'étendre à l'international ou investir dans l'innovation. D'autres activités du marché primaire incluent les offres publiques secondaires, FPO, les entreprises émettant des actions supplémentaires après l'introduction en bourse, les placements privés, les ventes directes d'actions aux investisseurs institutionnels, les émissions de droits, les actionnaires existants ont la possibilité d'acheter plus d'actions à un prix réduit. Dans tous ces cas, le capital passe des investisseurs à l'entreprise ou à l'émetteur. Une fois que les titres sont émis sur le marché primaire, ils sont échangés entre investisseurs sur le marché secondaire. C'est le segment du marché que la plupart des gens connaissent, le trading quotidien d'actions sur des bourses comme le NYSE, le LSE, le NASDAQ ou le Tadao. Sur le marché secondaire, aucun argent ne va à l'entreprise. Au lieu de cela, les investisseurs achètent et vendent entre eux. Par exemple, si vous achetez des actions de Tesla à un autre investisseur sur le Nasdaq, Tesla ne reçoit pas votre argent, c'est l'actionnaire précédent qui le reçoit. Même si les entreprises ne lèvent pas de nouveaux fonds sur le marché secondaire, celui-ci joue un rôle crucial en premier lieu fournissant de la liquidité. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions rapidement et à des prix transparents, permettre la découverte des prix. Les prix s'ajustent en fonction des nouvelles informations et du sentiment des investisseurs. Troisièmement, créer des opportunités de sortie. Les premiers investisseurs et les capital risqueurs comptent sur le marché secondaire pour réaliser des gains. 4. Établir la valorisation du marché. La capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée ici, ce qui affecte les conditions de levée de fonds futurs.
Marché primaire, en 2020, Airbnb a levé 3,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en émettant de nouvelles actions. Marché secondaire, une fois cotée, l'action d'Airbnb a été échangée sur le Nasdaq. Si vous avez acheté ces actions une semaine plus tard, votre argent est allé à un autre investisseur, pas à Airbnb. Saudi Aramco, 2019, a levé 209 milliards de dollars lors de son introduction en bourse sur Tadarul. C'était un événement du marché primaire. Aramco est aujourd'hui échangé quotidiennement sur le marché secondaire par des investisseurs régionaux et internationaux. Les marchés primaires et secondaires sont complémentaires. Sans un marché secondaire dynamique, les investisseurs seraient le moins enclins à acheter sur le marché primaire. Après tout, les investisseurs veulent savoir qu'ils peuvent le sortir quand nécessaire. La liquidité et la confiance dans le marché secondaire soutiennent directement le succès des futures offres primaires. Dans les marchés développés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni et l'Union européenne, les deux marchés sont fortement réglementés et transparents. Dans les marchés émergents, la liquidité du marché secondaire peut être faible et les divulgations peuvent être limitées, rendant l'investissement dans les introductions en bourse plus risqué. Le marché primaire est l'endroit où les entreprises lèvent des capitaux en émettant de nouvelles actions. Le marché secondaire est l'endroit où les investisseurs échangent des actions existantes entre eux. Les deux marchés jouent un rôle vital dans le système financier mondial. Comprendre la distinction aide les investisseurs à évaluer où la valeur est créée et où se situe le risque. Ensuite, dans le chapitre 5, nous explorerons les principales bourses mondiales et ce qui rend chacune unique. Quand nous parlons du marché boursier, nous ne faisons pas référence à un marché unique et unifié. Au lieu de cela, nous parlons d'un réseau mondial de bourses, chacune servant de centre où acheteurs et vendeurs se réunissent pour échanger des titres. Ces bourses sont l'épine dorsale du système financier, et chacune a sa propre identité, ses forces et son rôle dans l'économie mondiale. Dans ce chapitre, nous explorerons les bourses les plus importantes du monde, leurs caractéristiques uniques et leurs impacts sur la finance mondiale. Une bourse est un marché organisé et réglementé où des titres tels que des actions, des obligations et des dérivés sont achetés et vendus. Elle fournit l'infrastructure pour le commerce, assure la transparence et facilite la liquidité. La plupart des grandes bourses fonctionnent aujourd'hui comme des plateformes de négociation électronique, bien que certaines maintiennent encore des parquets de négociation physiques. Les bourses servent plusieurs objectifs clés. Découverte des prix, elles aident à déterminer la juste valeur marchande des titres. Liquidité, les investisseurs peuvent facilement entrer ou sortir de position. Régulation, les bourses appliquent des normes de cotation et surveillent l'activité de trading. Accès au capital, les entreprises peuvent lever des fonds par le biais d'introductions en bourse et de suivi. Bourse de New York, NYSE, la plus grande bourse du monde par capitalisation boursière, abritant des grandes entreprises comme JP Morgan, ExxonMobil et Coca-Cola. Nasdaq, connu pour ses cotations axées sur la technologie, y compris Apple, Microsoft et Amazon, entièrement électronique et en forte croissance. Bourse de Londres, LSE, l'une des plus anciennes bourses abritant des entreprises multinationales comme Unilever, HS, BC et BP. Euronext, une bourse pan-européenne opérant dans des villes comme Paris, Amsterdam et Bruxelles. Accueille Airbus, L'Oréal et Sanofi. Bourse de Tokyo, TSE, la plus grande d'Asie. Les principales cotations incluent Toyota, Sony et SoftBank. La bourse de Shanghai, SSE, est connue pour ses grandes entreprises d'État et ses entreprises chinoises nationales. Bourse de Hong Kong, KX, agit comme un pont entre la Chine continentale et le capital mondial. Accueille Tencent, Alibaba, HK Listing et HSBC.
La bourse d'Arabie Saoudite, la plus grande de la région MENA. L'introduction en bourse historique de Saudi Aramco a attiré l'attention mondiale sur cela. Les bourses sont centrales pour le flux de capitaux et la croissance économique. Chaque bourse reflète l'ADN financier de sa région. De la domination mondiale du NWS à la force régionale de Tadawul, les investisseurs peuvent bénéficier en comprenant où les entreprises sont cotées et pourquoi. Ensuite, le chapitre 6 explore la large gamme de participants au marché, des investisseurs particuliers aux géants institutionnels. Les marchés financiers sont souvent imaginés comme des lieux où des millions d'individus effectuent de petites transactions qui, collectivement, façonnent des prix. Bien que les investisseurs particuliers jouaient un rôle, la vérité est que la majorité du volume de transactions et de l'influence sur le marché provient d'une poignée de participants puissants, les grands acteurs. Dans ce chapitre, nous explorerons qui sont ces grands acteurs, ce qui les motive et comment leurs actions façonnent les marchés mondiaux. 1. Les investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels sont des organisations qui gèrent de grands capitaux pour le compte d'autres. Cela inclut les fonds communs de placement qui gèrent des portefeuilles diversifiés pour les investisseurs particuliers. Des entreprises comme Vanguard et Fidelity sont parmi les plus grandes. Les fonds de pension investissent les économies de retraite des travailleurs à l'échelle mondiale. Des exemples incluent CalPERS aux États-Unis et le régime de pension du Canada. Les compagnies d'assurance investissent les primes collectées auprès des assurés pour couvrir les futures réclamations. Les dotations et fondations telles que des institutions comme la dotation de Harvard ou la fondation Gates investissent activement sur les marchés mondiaux. Pourquoi ils sont importants? Ces entités détiennent des milliers de milliards de dollars et peuvent influencer les marchés lorsqu'elles achètent ou vendent de grandes positions. Elles participent également aux introductions en bourse et influencent la gouvernance d'entreprises grâce au droit de vote. Fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs sont des véhicules d'investissement privés qui utilisent des stratégies sophistiquées pour générer des rendements, souvent avec moins de contraintes réglementaires. Les stratégies incluent l'équité long cours, l'arbitrage macro-global et les modèles quantitatifs. Certains des fonds spéculatifs les plus célèbres au monde incluent Bridgewater Associates, Renaissance Technologies et Citadel. Ces fonds peuvent prendre des paris concentrés, utiliser l'effet de levier et déployer des stratégies à haute fréquence. 3. Les fonds souverains SUFS. Ce sont des fonds d'investissement détenus par l'État, généralement issus des ressources naturelles d'une nation ou des excédents commerciaux. Des exemples incluent l'Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, l'un des plus diversifiés au monde. Le fonds d'investissement public PIF est le véhicule agressif de l'Arabie Saoudite pour Vision 2030. Le fonds de pension du gouvernement norvégien Global est le plus grand fonds souverain du monde avec un accent sur l'investissement éthique. Pourquoi ils sont importants? Les fonds souverains ont des horizons d'investissement à long terme et une influence significative sur les marchés de capitaux, les projets d'infrastructure et les économies des marchés émergents. « 4. Les banques centrales. Bien qu'elles ne soient pas des investisseurs au sens traditionnel, les banques centrales comme la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, BCE et la Banque du Japon peuvent influencer les marchés en fixant les taux d'intérêt, en menant des opérations sur le marché ouvert et en mettant en œuvre des assouplissements quantitatifs. Leurs décisions influencent tout, des prix des actions aux valeurs des devises et aux rendements obligataires. 5. Les teneurs de marché et les traders à haute fréquence, THF. Les teneurs de marché sont des institutions comme Citadel Securities et Virtu Financial qui achètent et vendent continuellement des titres, fournissant ainsi de la liquidité au marché.
Les entreprises de trading à haute fréquence utilisent des algorithmes pour exécuter des milliers de transactions par seconde, profitant de petites inefficacités. Ces acteurs contribuent à l'efficacité du marché, mais peuvent également provoquer une volatilité soudaine, comme on l'a vu lors des cracks éclairs. 6. Les investisseurs particuliers. Bien qu'ils puissent être petits individuellement, les investisseurs particuliers sont collectivement puissants, surtout lors des hausses de marché comme le rallye GameStop de 2021. Leur influence croissante est alimentée par des plateformes sans commission, par exemple Robinhood, eToro, l'investissement en actions fractionnées et l'accès aux données en temps réel et aux applications de trading mobile. Cependant, les investisseurs particuliers rencontrent des défis en matière d'accès aux introductions en bourse, de recherche de niveau institutionnel et de rapidité d'exécution. La composition des grands acteurs diffère selon les régions. Aux États-Unis, les marchés sont dominés par les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et les fonds de pension. En Europe, il y a une grande présence d'investisseurs institutionnels et de bureaux familiaux. Dans le Golfe et en Asie, les fonds souverains et les institutions soutenues par le gouvernement sont plus dominants. Ces acteurs n'opèrent pas de manière isolée. Par exemple, les fonds de pension, alloués du capital ou fonds spéculatifs. Les banques centrales influencent le positionnement institutionnel. Les fonds souverains investissent dans les introductions en bourse et les infrastructures mondiales aux côtés des fonds communs de placement. Leurs transactions et décisions créent des tendances, dictent les valorisations et affectent les stratégies de portefeuille dans le monde entier. Les marchés sont dirigés par quelques acteurs puissants gérant des milliers de milliards en capital. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les fonds souverains et les banques centrales dominent le trading et les flux de capitaux. Les investisseurs particuliers gagnent en influence, surtout lors des épisodes de momentum. Comprendre qui sont ces acteurs aide les investisseurs à mieux interpréter les mouvements du marché et le comportement des prix. Ensuite, le chapitre 7 explore comment les prix des actions sont influencés, non seulement par les finances, mais aussi par les nouvelles, le sentiment et la psychologie. Pourquoi les prix des actions bougent-ils ? Un jour, ils montent en flèche grâce à l'optimisme. Le lendemain, ils plongent par peur. Bien que des modèles d'évaluation existent, la vérité est que les prix à court terme sont influencés par une combinaison de logique, de données et d'émotions. Dans ce chapitre, nous décomposons la mécanique et la psychologie derrière les mouvements de prix, aidant les investisseurs à comprendre ce qui détermine réellement la valeur d'une action un jour donné. Au fond, la tarification des actions fonctionne comme n'importe quel marché. Les prix sont déterminés par l'interaction des acheteurs, la demande et des vendeurs, l'offre. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Si l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Chaque transaction représente un accord entre un acheteur et un vendeur à un prix spécifique, mais ce prix peut changer rapidement en fonction de nouvelles informations. À long terme, les fondamentaux de l'entreprise déterminent le prix de son action. Les facteurs clés incluent la croissance des revenus et des bénéfices, les marges et le flux de trésorerie, le rendement des capitaux propres et les prévisions de bénéfices futurs. Chaque trimestre, les entreprises publient des rapports sur les résultats qui incluent les résultats financiers et les prévisions futures. Ceux-ci peuvent provoquer des mouvements de prix significatifs, surtout s'ils dépassent tout manque les attentes des analystes. Les données macroéconomiques plus larges jouent également un rôle clé dans le comportement des prix des actions. La croissance du PIB, l'inflation, par exemple l'IPC, les données sur le chômage, la confiance des consommateurs et les décisions des banques centrales, par exemple les hausses ou baisses des taux d'intérêt. Ces indicateurs affectent le sentiment du marché et la rotation sectorielle. Par exemple, la hausse des taux d'intérêt nuit généralement aux actions de croissance, comme la technologie, mais profite aux financières. Les marchés réagissent rapidement aux événements inattendus. Tensions géopolitiques, guerres, sanctions commerciales, nouvelles d'entreprises, démissions de PDG,
Procès, rappel de produits, fusion et acquisition et annonces réglementaires. Par exemple, une rumeur selon laquelle Amazon acquiert une petite entreprise peut faire grimper son cours de bourse de 30% en une journée, même si l'accord n'est pas confirmé. Les émotions jouent un rôle majeur dans les mouvements de prix à court terme. La peur et la panique peuvent entraîner des ventes massives, par exemple lors de crises comme la Covid-19. La cupidité et le FOMO, la peur de manquer, peuvent alimenter des hausses irrationnelles. Les investisseurs particuliers ont tendance à réagir émotionnellement aux gros titres, tandis que les investisseurs institutionnels peuvent en tirer parti grâce aux transactions. Même sans nouvelles, les prix peuvent évoluer en raison de motifs graphiques, de cassures de support et de résistance, de pics de volume, de moyennes mobiles et d'autres indicateurs, de déclenchement de stop-loss ou d'appel de marge. Les grands acteurs déplacent également les marchés avec des transactions en bloc, des flux algorithmiques ou des rééquilibrages d'indices. Les actions avec une haute liquidité, de nombreux acheteurs, vendeurs, sont moins volatiles. Les actions peu échangées, souvent de petite capitalisation, peuvent même connaître des variations massives avec un volume relativement faible. Les teneurs de marché et les traders à haute fréquence THF ajoutent également de la complexité à la formation des prix, surtout dans des environnements à évolution rapide. Dans les marchés émergents ou les entreprises axées sur l'exportation, les dynamiques mondiales et les mouvements de devises affectent les valorisations. Un dollar en renforcement, par exemple, peut réduire les bénéfices des entreprises multinationales rapportant en dollars américains. L'investisseur légendaire Benjamin Graham a dit un jour « À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. Le prix est ce que vous payez, le sentiment du marché. La valeur est ce que vous obtenez, les fondamentaux de l'entreprise. Parfois, les deux s'alignent. Souvent, ils divergent. » Les prix des actions sont influencés par les fondamentaux, les nouvelles, les données macroéconomiques et l'émotion humaine. Les prix reflètent les attentes en temps réel, pas seulement la réalité. La volatilité à court terme masque souvent les tendances à long terme. Un investisseur bien informé analyse à la fois les données quantitatives et la psychologie du marché. Dans le chapitre 8, nous explorerons les indices boursiers, ce qu'ils sont, comment ils sont construits et pourquoi ils sont essentiels pour comprendre les marchés en un coup d'œil. Nous expliquerons également comment trader en pratique. Comprendre comment fonctionne le marché boursier ne se résume pas à savoir ce qu'est une action. Il s'agit de voir la situation dans son ensemble et de comprendre les rouages invisibles qui tournent en arrière-plan. Dans ce chapitre, nous explorons deux idées essentielles, les indices boursiers et comment les transactions sont exécutées du début à la fin. Un indice de marché est un ensemble d'actions sélectionnées conçues pour suivre la performance d'un segment spécifique du marché. Les indices fournissent un aperçu des tendances du marché et du sentiment des investisseurs. Aider les investisseurs à suivre la performance du marché. Par exemple, le S&P 500 a augmenté de 1% aujourd'hui, utilisé comme point de référence pour évaluer les fonds d'investissement. Base pour les fonds indiciels et les FNB, fonds négociés en bourse. « 500 grandes entreprises américaines pondérées par capitalisation boursière. Moyenne industrielle, Dow Jones, États-Unis, 30 grandes entreprises industrielles pondérées par le prix. FTSE 100, Royaume-Uni, 100 principales entreprises à la Bourse de Londres. DAX Allemagne, 40 principales entreprises cotées à Francfort. Nikkei, 225 Japon, 225 entreprises japonaises pondérées par le prix. MSCI World UM suit les marchés mondiaux et émergents. Pondérées par la capitalisation boursière, les grandes entreprises ont plus d'influence.
Par exemple, S&P 500, pondéré par le prix, les entreprises avec des prix d'actions plus élevés pèsent plus. Par exemple, Dow Jones. Pondéré de manière égale, toutes les actions ont le même poids. Pour investir passivement en utilisant des ETF, par exemple, SPY suit le S&P 500. Pour diversifier sans choisir d'actions individuelles, pour comparer la performance par rapport à un indice de référence standard. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque vous appuyez sur Acheter dans votre application de trading? Voici comment une transaction est exécutée. Ordre au marché. Acheter, vendre immédiatement au meilleur prix disponible. Ordre à court limité, acheter, vendre à un prix spécifique ou meilleur. Ordre stop, déclenché uniquement lorsque le prix franchit un seuil. Vous passez un ordre par l'intermédiaire de votre courtier, par exemple Interactive Brokers, Saxo. Le courtier l'achemine vers une bourse, par exemple NYSE, NASDAQ. Un teneur de marché ou un autre investisseur correspond à votre ordre. La transaction est confirmée, c'est l'exécution. Une fois la transaction exécutée, l'arrière-plan s'active. Le clearing garantit que l'acheteur et le vendeur ont rempli leurs obligations. Le règlement est le transfert effectif d'argent et d'actions, généralement T+2 jours à l'échelle mondiale. Dans certains marchés comme la crypto ou le FX, en temps réel, cela peut être instantané, T+0. Les dépositaires, par exemple DTCC aux États-Unis, Euroclear en Europe, gèrent le règlement. Les chambres de compensation réduisent le risque de contrepartie. Les régulateurs assurent la transparence et l'équité. Les marchés d'aujourd'hui sont propulsés par la vitesse et la technologie. Les algorithmes gèrent le routage des transactions. Les traders à haute fréquence assurent de la liquidité et la connectivité mondiale permettent aux investisseurs à Dubaï d'acheter des actions à New York en quelques millisecondes. Les indices de marché suivent des groupes d'actions et aident les investisseurs à surveiller les tendances et à investir passivement. Des indices comme le S&P 500, le FTSE et le Nikkei représentent les grandes économies. Les transactions impliquent des courtiers, des bourses, des teneurs de marché et des systèmes de compensation. Comprendre la mécanique des transactions aide les investisseurs à prendre des décisions plus intelligentes et plus confiantes. Ensuite, dans notre dernier chapitre, nous examinerons les erreurs courantes que font les débutants et comment commencer de manière sûre et stratégique. Avec tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, vous pourriez vous sentir prêt à plonger dans les marchés. Mais avant de faire votre premier échange, il est crucial de comprendre les pièges courants et de construire une base stratégique intelligente. Ce dernier chapitre vous équipera de l'état d'esprit, des outils et des étapes nécessaires pour commencer votre parcours d'investissement de la bonne manière. Les marchés peuvent être excitants, mais cette excitation peut aussi mener à de mauvaises décisions. Voici quelques pièges dans lesquels tombent les nouveaux investisseurs. Suivre des tendances, se lancer dans des actions en vogue ou le battage médiatique sur les réseaux sociaux sans comprendre les fondamentaux. Sous-trading, avoir l'impression de devoir toujours être sur le marché. Cela entraîne des coûts de transaction élevés et des décisions émotionnelles. Ignorer la gestion des risques, mettre trop de capital dans une seule transaction, utiliser l'effet de levier sans le comprendre ou ne pas fixer de stop-loss. Trading émotionnel, prendre des décisions basées sur la peur ou la cupidité au lieu de la logique. Attente irréaliste, s'attendre à doubler son argent en un mois. Les rendements constants nécessitent du temps, de la discipline et de l'apprentissage. Ayez un plan. Définissez les niveaux d'entrée, de sortie et de risque avant de passer une transaction. Commencez petit. Utilisez de petites sommes de capital pendant l'apprentissage. Donnez un journal de vos transactions. Suivez ce que vous avez fait et pourquoi. Révisez votre logique et vos résultats. Limitez le temps passé devant l'écran. S'obséder sur chaque mouvement peut mener à des transactions impulsives. Maintenant que vous savez quoi ne pas faire, voici comment réellement commencer à investir. Choisissez votre style. Investissement à long terme, acheter et conserver, ou trading actif. Court terme avec technique ou actualité. Ouvrez un compte de courtage. Choisissez un courtier réglementé avec des traits bas et des outils solides. Apprenez à utiliser les outils, les graphiques, les fondamentaux, les simulateurs. Par exemple, le trading sur papier. Commencez avec des ETF ou des actions de premier ordre, SPI, QQQ, ou des noms stables comme Apple, Nestlé. Comprenez le risque et l'allocation. Ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Utilisez des stop-loss et la diversification. Fixez des objectifs et un horizon temporel. Alignez le risque avec le but, le revenu, l'apprentissage ou la retraite. Évitez les transactions émotionnelles et mal planifiées. Commencez par les bases et pratiquez avec un petit capital. Utilisez les outils appropriés et maintenez un plan clair. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être cohérent. Félicitations, vous avez terminé le module 1. Vous êtes maintenant équipé des connaissances de base pour entrer sur les marchés boursiers mondiaux. Dans le prochain module, nous plongerons dans l'analyse technique, la lecture des graphiques, des motifs et du comportement des prix pour affiner vos entrées et sorties.